Tellement un détraqué. Regardez-moi s'il vous plaît ce penalty. Est-ce qu'on serait pas sur l'un des meilleurs penalty frappés, franchement? Il va tellement se casser la tête pour ce penalty. Regardez, il va tirer où s'il vous plaît? Et sous un autre angle, ça donne ça. Hein. Mais il est parti chercher dans la lucarne. En plus, le pire, c'est qu'il met un temps d'arrêt sur son tir. Hein. Il va chercher comme la lucarne. D'habitude, il cherche juste à mettre le contre-pied. Hein. Ah non, lui, pour lui, c'était pas assez. Nick Woltemade, l'attaquant de Newcastle, qui est comme venu pour 90 millions. Hier, contre Nottingham, nous a frappé un penalty exceptionnel. Ça me fait penser à la frappe de Luis Suarez face au Paris Saint-Germain lorsqu'en 1v1, il va chercher la lucarne. Alors que le contre-pied aurait juste suffi, mais non. Il s'est compliqué la tâche. Il voulait montrer que lui, il sait tirer. Du coup, il vise la lunette. Eh bien, il a littéralement fait la même chose. Et franchement, pour ses débuts en première ligue, pour l'instant, ça se passe très bien. Pour moi, c'est une sorte de Hugo Ekitike allemand. Oh, mais avec un jeu de tête. Parce que Hugo Ekitike, il n'a pas trop de jeu de tête. Très grande taille, 1m99. Pour l'instant, en première ligue, c'est 2 buts de la tête. Un face à Arsenal, un lors de son premier match face à Wolverhampton et un penalty inscrit face à Nottingham. Actuellement, du coup, il a 3 buts en première ligue. On a même mis un en Ligue des Champions lors du dernier match face à l'Union Saint-Gilloise. Alors que de l'autre côté, Alexander Isak, pour l'instant, c'est toujours 0. Est-ce que Newcastle a trouvé son bon remplaçant? C'est l'avenir qui nous le dira. Après, quand même, j'ai vu quand même manquer de grosses occasions à bout portant. Vous savez qu'actuellement, je pense qu'il aurait pu avoir encore plus de buts. Et sinon, c'est un joueur intéressant. Grande taille, technique. Un des meilleurs joueurs depuis le début de la saison. Tellement sous-coté, je vois très peu de gens en parler. Eric Garcia, il est sur la continuité de ce qu'il a fait l'année passée. Et je vous le dis très clairement, c'est le meilleur défenseur qu'on ait à l'heure actuelle. La polyvalence à l'état pur. Et hier, me faites pas croire qu'à la place de Dani Olmo, il n'aurait pas fait mieux. Je vous le dis. Parce qu'à un moment donné, j'ai vu une percée d'Eric Garcia sur la deuxième période. Et j'ai eu des visions. Il s'est adapté au poste de 6, de 8. Il a joué à droite, à gauche, en DC. Qu'est-ce qui me dit que Eric Garcia au poste de numéro 10, il serait pas excellent? Qui l'a prouvé? Araujo n'est pas un mauvais défenseur. Hier, j'ai réagi à chaud. Mais le système, ça ne l'avantage pas. Ça ne le met pas dans les meilleures conditions. Donc, malheureusement, je ne peux pas compter sur lui. Et honnêtement, quitte à aligner Eric Garcia et Jules Koundé, peut-être qu'il faut réadapter Jules dans l'axe, je sais pas. Peut-être qu'il sera plus intelligent dans le placement qu'un Araujo ou qu'un Koubarsi. Étant donné qu'Eric Garcia, j'ai pas de doute sur le fait qu'il sera bon à droite, voilà, les gars, faut tester autre chose, je sais pas. Avant de faire des conclusions, j'attends le retour de Christensen pour voir une charnière Eric Garcia-Christensen qui est pour moi la plus fiable à l'heure actuelle. Et après ça, on envisagera. Schlotterbeck, il faut aller le chercher pour moi. Il faut aller chercher aussi un latéral gauche pour concurrencer Baldé. Parce que Gérard Martin, c'est bien, il s'est amélioré, mais c'est encore trop faible. Les déclarations du coach de Séville là, à la mi-temps, au calling break, là, ça m'a ouvert les yeux. Il évolue, mais c'est encore trop faible pour le niveau du FC Barcelone. Les gars, là, je suis posé, j'ai mal à la gorge, tout ça. Mais Richarlison, ce qu'il a fait à Rodri depuis le ballon d'or de Vinicius, c'est une dinguerie d'être méchant comme ça. Il l'avait dit en fait sur Instagram à France Football, si Vini ne gagne pas le ballon d'or, vous allez avoir des problèmes. Il a prévenu la planète entière, if Vini doesn't win, shit is gonna go down. En mode Rodri, il n'a pas voulu écouter, il a voulu le ballon d'or à son frérot Vini. Directement après le ballon d'or, il s'est passé quoi? Rodri, il s'est fait les croisés. Quelques temps après le retour de Rodri, après les croisés, il s'est passé quoi encore une fois? Il s'est encore blessé. Malheureusement, vous pouvez penser que c'est une photo qui se répète, mais là c'est une nouvelle photo. Vous voyez bien Donnarumma, Rodri, il est encore blessé. Richarlison, désolé, on savait pas que les marabouts brésiliens, ils étaient aussi efficaces. Manchester City et Rodri, ils ont créé une faille temporelle. Ils ont gâté le cours de l'histoire. Et même au-delà de la blessure de Rodri, depuis ce ballon d'or volé, Manchester City, il pue la merde. Comment Richarlison t'est arrivé à invoquer des puissances aussi fortes pour anéantir le football de Pep Guardiola? Moi, je souhaite des blessures à personne dans le football, mais Rodri, les blessures aujourd'hui, elles sont méritées, mon frérot. Richarlison, il a bien bossé. Et merci Richarlison, hommage à lui parce qu'il fallait quelqu'un pour punir ce club de tricheurs, ce club de voleurs là. Les gars, ce week-end, on a assisté à quelque chose d'historique. C'était du jamais vu. Chelsea, Liverpool. Comme vous savez, voilà, Chelsea, on a gagné à la dernière minute. Et très souvent, après les gros matchs, sur Twitter, il y a souvent des highlights. Il y a souvent des petits best-of des matchs, etc. Et là, il y a ce compte qui est sorti. Hater Central. Déjà, c'est le meilleur compte, les gars. Le mec, il est là que pour hate les joueurs. Et là, en plus, c'est du jamais vu. Mohamed Salah vs Liverpool. On n'a jamais vu ça, les gars. Un joueur qui joue contre son équipe. La performance, elle est historique. Un nouveau trophée dans le palmarès de Mohamed Salah. Je joue contre mon équipe. Je sers à rien. Et contre Chelsea, c'est même pas pour le vanner, ça a été la réalité, les gars. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Je pense que même Slot, même ses coéquipiers, ils l'ont cherché. Vous, les supporters, vous êtes là, vous demandez à Slot, ouais, mets Salah sur le banc. Mais Slot, je pense que même au fond de sa tête, il sait pas que Salah y joue. Il savait pas qu'il était sur le terrain. Qu'est-ce que tu veux qu'il sorte? Il savait pas qu'il était là. Il était invisible. Vous êtes là, vous lui demandez des trucs trop compliqués, les gars. Vous lui demandez des trucs trop compliqués. Tu peux pas sortir un joueur qui n'est pas là.
Même sur la compo, il doit pas comprendre. Et puis même Liverpool, il n'y a pas à rougir. Ils ont perdu contre Chelsea, mais à 10 contre 11. 10 contre 11, c'est dur. Voici de bonnes nouvelles. Fermin, Rafinha et Lamine devraient revenir pour le match contre Gérone. On a d'ailleurs aperçu Fermin Lopez ainsi que Rafinha à la salle. Eux encore, je m'en fais pas, j'ai pas de doute. Concernant Lamine, c'était un peu flou à cause de sa blessure, donc on ne sait pas si c'était un truc pour ne pas qu'il aille en trêve ou s'il a vraiment rechuté. Là, ce qui va être infernal, c'est que durant la trêve, on va entendre plein de spéculations, plein de rumeurs, et on ne saura pas grand chose avant le match contre Gérone. Comme je l'ai dit et je l'ai répété, Flick n'est pas assez inconscient pour faire jouer Lamine Yamal s'il n'est pas à 100%. S'il était à 100% et qu'il a rechuté, c'est que franchement la blessure faut la prendre au sérieux. Parce que Flick n'est pas assez fou pour le faire jouer juste pour un match. En tout cas franchement que Rafinha revienne vite parce que Ferran Torres en ailier, moi je peux plus. On sait tous très bien que Ferran Torres là où il performe c'est en 9, pas en ailier. Daniel Olmo en 10 tout seul sans concurrent, ça aussi j'en peux plus. Quand tu vois Daniel Olmo faire des mauvais matchs pendant 80 minutes mais ne pas sortir parce qu'il n'y a personne sur le banc, Fermin Lopez nous fera énormément de bien. Car quand Daniel Olmo fera des matchs de merde, il sortira directement et Fermin Lopez rentrera. Garcia pour l'instant n'est pas exclu pour le Classico, rien ne garantit qu'il sera prêt avant, mais en tout cas le plus important c'est qu'il soit là pour novembre. Enfin bref, sinon vous les gars vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Instant, on s'ennuie. Je me pose la question, est-ce que le PSG a fait le bon choix en laissant partir Donnarumma pour prendre Lucas Chevalier? Parce que le seul argument des supporters du PSG qui était pour son départ, c'était de ne garder pas en tête les 6 derniers mois stratosphériques qu'il a fait en Ligue des Champions, mais souvenez-vous plutôt de toutes les boulettes qu'il a fait pendant 3 ans et demi. En vrai, je comprends l'argument, il est recevable, mais pourquoi en fait on a des craintes que sur le passé de Donnarumma et pas celui-là de Dembélé? Parce que pour Dembélé c'est pareil, il a fait 6 mois stratosphériques, il a marqué je ne sais combien de buts, je crois que pendant ces 6 mois, il a marqué un tiers de ses buts de sa carrière sur 6 mois seulement. Avant ça, Dembélé, tout le monde le critiquait parce qu'il avait aucune finition, il marquait à peine 10 buts à la saison. Tout le monde disait que c'était pas un joueur qui pouvait t'emmener jusqu'au titre suprême. Et pour Dembélé, on dirait qu'il n'y a aucune crainte, s'il serait parti du PSG, ça aurait fait un tremblement de terre, personne n'aurait compris. Mais pour Donnarumma, on décide de se rappeler que de son passé et de dire c'est mort ces 6 derniers mois où il était bon, c'était un coup de chance, il va refaire des boulettes. Or qu'on peut voir depuis qu'il arrive à City, il continue d'être excellent. Je pense que Guardiola, il est très content de l'avoir parce qu'avant son arrivée, c'était une victoire, 2 défaites. Depuis qu'il est là, 4 victoires, 2 matchs nuls. Il se prend très peu de buts. Pendant ce temps-là, Lucas Chevalier, il a déjà quelques boulettes à son actif. Hier soir contre Lille, pour moi, ce but était arrêtable. Alors oui, Beraldo le gêne un peu, mais Donnarumma, pour moi, il l'aurait eu sur cette occasion. Il y a aussi celle contre Marseille, pour moi, c'est la plus grosse boulette. Et il y a aussi celle contre Tottenham. C'est pour ça, je pense que le PSG a fait une erreur en laissant partir Donnarumma parce qu'il est clairement meilleur que Lucas Chevalier, même si c'est un très bon gardien. Le FC Barcelone surveille de près la pépite camerounaise de Levante. Je ne sais pas si vous le connaissez les gars, c'est un sacré joueur. Il s'agit de Eta et Young les gars, tout jeune joueur les gars. Son début de saison est exceptionnel hein, du côté de l'équipe de Levante. 8 matchs disputés, 5 buts, 3 passes D. Il était buteur hein, ce week-end contre le Real Oviedo. Donc c'est un joueur que le Barça bien sûr surveille hein, pour l'été prochain. On va parler cette fois-ci de l'équipe de l'AS Monaco. On apprend aujourd'hui que l'AS Monaco va se séparer de son entraîneur. N'oubliez pas que Monaco reste sur 3 matchs sans victoire des 3 dernières rencontres. Donc le coach Adi Hutter devrait être remercié durant cette trêve internationale. L'AS Monaco travaille sur son remplaçant. On parle beaucoup de Edin Terzic qui pourrait devenir le nouveau coach de l'AS Monaco. Gros coup dur pour Martin Odegaard. On apprend aujourd'hui les gars qu'il est forfait pour les 2 prochains matchs de la Norvège. Il est sorti sur blessure là, au bout de 20 minutes de jeu le week-end dernier contre West Ham. Donc du coup forfait les gars. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Et c'est la même les gars pour le Ballon d'Or 2024 Rodri. Donc officiel Rodri est dispensé du prochain rassemblement avec l'Espagne. Il s'est blessé ce week-end donc hier là contre l'équipe de Brentford. Donc lui aussi un forfait les gars pour les 2 prochains matchs de sa sélection.